Alors qu'on célèbre cette année le 150e anniversaire de la naissance d'Edmond Rostand et le centenaire de sa mort, notre grand invité est une des grandes figures du théâtre français aujourd'hui. Bonjour Daniel Mesguich. Bonjour. Alors je ne vais pas tout dire parce que vous avez un CV qui est long comme le bras, mais on va dire que vous avez commencé comme comédien, vous l'êtes toujours, auteur, metteur en scène et puis aussi une belle carrière de formateur avec de nombreux comédiens qui sont passés, j'allais dire entre vos mains, mais en moins qui ont été formés, à qui vous avez transmis votre art de la scène. Aujourd'hui, quand vous montez sur scène, vous avez toujours le frisson ? Je vais vous décevoir. Non. Je ne l'ai jamais eu. Vous l'avez jamais eu ? Jamais. Mais c'est triste, je n'ai ça. pas le trac. Oui, c'est triste. Vous voyez, c'est pour ça que je disais que j'allais vous décevoir. Non, je n'ai pas le trac. Je n'ai eu le trac qu'une seule fois dans ma vie, donc je sais ce que c'est. Mais c'était pas pour moi. C'était pour mon fils qui était tout petit, qui avait je sais pas, 8 ans à l'époque, et qui jouait dans un spectacle de Roger Planchon. Et j'avais peur pour lui, et j'étais livide. Et j'avais le cœur qui battait, je ne savais plus comment je m'appelais. Enfin, et là, j'ai donc su que ça, c'était le trac. Mais pour moi-même, non, jamais. J'ai toujours l'impression que je saurais faire ce que j'avais décidé de faire, et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur devant des gens qui, eux, ne sauraient pas le faire. Alors, si c'est pas une question de peur, qu'est-ce qui se passe sur scène, pour un comédien et pour vous, quand il monte sur scène et quand il commence à être son personnage ? Alors attendez, il y a deux choses. Ouais. être son personnage, c'est pas sûr. Qu'est-ce qui se passe pour un comédien quand il monte sur scène ? Quand il entre, il se passe beaucoup de choses en revanche, parce que j'ai presque envie de dire que les molécules de l'air, si j'ose dire, de la coulisse ne sont pas les mêmes que sur la scène. Donc le premier pas, l'entrée en scène, est fondamentale. C'est comme si on entrait dans la littérature fantastique, enfin, dans un autre monde, si vous voulez. On pousse une porte et on se retrouve dans un désert, ou je ne sais pas quoi, ou dans la ténèbre, enfin voilà. C'est un autre monde. Mais, alors bon, il faudrait le décrire très longuement, on n'aura pas le temps, mais en tout cas, là, il se passe quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que ce soit le trac, oui, au contraire. Bien compris. Au contraire. Et c'est un sentiment de puissance ou au contraire de très grande fragilité ? Les deux. Les deux ? Les deux, de puissance, parce que il y a du bonheur. Enfin, en principe. En tout cas, pour moi, il y a du bonheur. Et donc, il y a l'accomplissement. Oui, le désir de continuer, d'aller plus loin encore. Et c'est donc, appelons ça puissance, si vous voulez. C'est pas tout à fait le mot, mais c'est pas faux. Mais il y a aussi la fragilité, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va. Chaque fois, c'est la première fois, bien entendu. Hein. C'est la dernière aussi. Vous avez fait aussi pas mal d'expériences au cinéma. Le théâtre, ça reste l'expérience ultime pour un comédien ? Oui, je n'arrive pas bien à donner une médaille en chocolat à l'un ou à l'autre. J'aime le cinéma aussi, j'aime être acteur au cinéma. C'est un tout autre métier, ça n'a aucun rapport. Je sais bien que souvent il y a des transfuges et que l'un fait l'autre et l'autre fait l'un. Mais malgré tout, je pense qu'un acteur de cinéma, c'est vrai ce qu'il fait, si j'ose dire. Vous voyez, au cinéma, tout est vrai. On a enregistré quelque chose qui était vrai. Il y avait vraiment une chaise, il y avait vraiment une table, il y avait vraiment quelqu'un qui a pris une gifle ou qui a embrassé l'autre, etc. Le théâtre, c'est factice ? Au théâtre, c'est pas que ce soit factice, c'est pas le mot, mais c'est déréalisé en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous avez une chaise au théâtre, comme au cinéma, eh bien au théâtre, c'est pas une chaise. C'est un désir de chaise, un manque de chaise, une aspiration à la chaise, mais c'est pas une chaise. Et tout est comme ça. Au théâtre, le théâtre dit ça n'a pas lieu ce que vous voyez, alors que le cinéma dit ça a eu lieu ce que vous voyez. Vous voyez, c'est très très différent. Et puis il y a le public ? Oui, il y a le public en direct. Mais finalement, on l'oublie un petit peu quand on joue au théâtre, vous savez. Oui, bien sûr, il y a le public, mais c'est pas, il n'est pas. Lui, le public, il compte pour du beurre, si j'ose dire. Non pas parce qu'il n'aurait pas d'importance du tout, mais parce qu'il n'est qu'un remplaçant. Il remplace d'autres gens. Au fond, les gens qui sont là remplacent, ou sont les délégués, les députés, les représentants de gens qui ne sont pas là. Alors nous jouons devant tous les gens qui ne sont pas là, vous voyez. Daniel Mesguich, à l'heure des écrans, à l'heure de Netflix, le théâtre, ça sert encore à quelque chose ? Vous l'espérez ? D'abord, je l'espère, mais je crois que oui. Je crois sincèrement que oui. Parce que ce n'est pas du différé. Et justement, ça ne dit pas ça a eu lieu. Ça dit ouvrez-vous à un monde qui n'a pas encore lieu. Donc oui, je crois que oui. C'est pas devenu complètement élitiste et puis de moins en moins accessible par rapport à, je vous dis, il y a une série sur Netflix où on clique et
Alors, d'abord, je trouve que beaucoup de séries sont très difficiles à comprendre et elles sont assez élitistes, mais elles ont tous les avantages de la pub, si j'ose dire. C'est-à-dire les costumes incroyables, les violences, les gueules folles, comme ça, les maquillages, enfin. Et donc, au bout d'un moment, on dit, ah, c'est formidable, ça n'est pas élitiste, c'est populaire. Et ça le devient, d'ailleurs, les gens. Mais vous savez, ce qui est populaire, ça ne marche que par l'exemple. Hein. C'est parce qu'un petit groupe a dit que c'était formidable qu'alors un plus grand groupe le dit, et puis au bout d'un moment, tout le monde le dit. On ne dit pas assez que le théâtre, c'est formidable? Le théâtre, c'est... Je ne sais pas si c'est formidable, mais le théâtre, c'est autre chose. Le théâtre a toujours été élitaire. Même le théâtre populaire est élitaire. Le plus populaire des spectacles de théâtre ne fait jamais que le centième de l'audience de la moins populaire des émissions de télé ou de je ne sais quoi. Donc c'est essentiel, c'est son essence d'être élitaire. Mais il est élitaire de nature parce que il ne peut pas s'adresser à 3 milliards de personnes en même temps. Enfin, vous voyez, il s'adresse à ceux qui sont là, quoi. Hein. Mais encore une fois, ceux qui sont là ne sont pas que ceux qui sont là. Ils sont les représentants de tous les autres, et même des gens qui ne seront jamais là. Comme par exemple les morts, ou les pas encore nés. Vous voyez, donc c'est vaste. Hein, c'est très populaire, finalement, cet élitaire-là. Non, je crois que l'écran est un autre monde. L'écran dit vous n'avez pas la chance d'y être, mais regardez quand même. Enfin, vous voyez, donc c'est autre chose. Quoi. Ça appelle à la modestie, le théâtre? Je ne sais pas si ça appelle à la modestie. On connaît des acteurs très, très prétentieux et très cabotins. Hein. Mais non, je ne sais pas si... Je ne dirais pas modestie. Je pense que le théâtre est une activité étrange qui est le comble du livre, en quelque sorte, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont mystérieuses pour nous. La langue, le fait que nous ne maîtrisions pas notre inconscient, par définition. Voilà. Et le théâtre ouvre des portes. Si vous voulez, il y a deux sortes de théâtre, je le dis très vite. Il y a un théâtre qui est le résumé de quelque chose de beaucoup plus long dans la réalité. Par exemple, la vie de quelqu'un, et puis on le fait en 1 heure et demie, voilà, parce qu'on ne va pas faire une vie entière sur la scène. Et ça, c'est presque du cinéma ou du roman. Ça ressemble au cinéma. C'est du cinéma en direct, si j'ose dire. Et puis, il y a un autre théâtre, celui que je crois défendre, qui dirait, lui, il n'y a rien dans la réalité à rechercher, ou alors une réalité tellement réelle que vous ne la connaissez même pas. Et c'est un point au fin fond de vous-même, dans votre intériorité. Et nous allons le déployer, au contraire, non pas le résumer comme tout à l'heure, mais le déployer en 1 heure et demie. Et ça, c'est le vrai théâtre pour moi. Daniel Mesguich, le vrai théâtre, il se porte bien en France? Non. Non. Non, si vous voulez, il y a, allez, on va dire 70-80% du théâtre qui n'est que le succès d'année de justement la télé ou autre chose, hein, d'ailleurs. Et donc, bah voilà, lui, c'est vu à la télé, hein, c'est l'estampille vue à la télé. Moi, je vois des queues entières devant un amuseur, plus ou moins vulgaire d'ailleurs. Et voilà, et les gens vont voir ça pour passer une bonne soirée. Ils ont consommé cette soirée, puis après ils rentrent chez eux. D'ailleurs, je m'étonne chaque fois, je me dis, mais il n'y a pas mieux à faire dans la vie alors qu'aller voir ce truc-là. Et puis il y a allez, une toute petite partie du théâtre qui est snob, qui est refermée sur elle-même, qui est enfoncée dans ses petits credos, et qui finalement est tout aussi commerciale, entre guillemets, que l'autre. Sauf qu'elle est commerciale en ciblant tellement étroit. Donc vous défendez quoi? Eh ben, vous êtes où là-dedans? La différence entre ces deux choses, oui. C'est-à-dire de l'exigence? De l'exigence, ça c'est la moindre des politesses. Mais oui, de la beauté, de l'intelligence, de l'analyse, de la réflexion, de l'émotion, oui, bien sûr. Alors vous allez me dire que tous les autres diront la même chose, hein, bien sûr. Mais je crois que, oui, la marge est étroite. Le théâtre tel que je l'imagine moi, ne se porte pas si bien que ça aujourd'hui, parce que les gens consomment plus qu'autre chose, parce que tout ce qui est un peu intéressant, qui demande un tout petit effort, mais un effort qui est un bonheur, souvent il répugne à le faire, enfin, etc. etc. Daniel Mesguich, les Parisiens pourront vous écouter samedi prochain dans l'église Sainte-Marie des Batignolles. Vous allez participer à la lecture de La Samaritaine, et La Samaritaine, c'est une pièce d'Edmond Rostand. C'est une histoire hallucinante. Cette pièce, créée la même année que Cyrano de Bergerac, est créée pour Sarah Bernard. Oui, il y avait de grandes accointances entre Rostand et Sarah Bernard.
mais bon, c'est une pièce que moi je ne connaissais pas. C'est Thomas Sertillange, qui est un grand amoureux d'Edmond Rostand, qui s'occupe vraiment de la mémoire d'Edmond Rostand. Qui organise le festival, qui a fait rénover la tombe d'Edmond Rostand à Marseille, enfin qui aime Edmond Rostand. Et c'est lui qui m'a fait connaître cette pièce, que je ne connaissais pas. Et je trouve que c'est un petit bijou, c'est-à-dire que c'est à la fois une sorte d'oratorio. C'est adapté de l'évangile de Saint Jean. Tout à fait. C'est un petit bijou de finesse, d'intelligence comme ça, de beauté. Ça n'est pas... Moi, je ne considère pas, je vais peut-être décevoir Thomas Sertillange si jamais il nous écoutait, je ne considère pas Edmond Rostand comme le plus grand des poètes français. Mais je trouve que de temps à autre, au hasard comme ça d'une lecture de ses écrits, tous les 10 vers, tous les 12 vers, il y a une perle, une merveille. Comme si tout à coup il y avait un vers qui étincelait comme ça, comme un diamant au milieu du reste. Et c'est ça qui est magnifique. Et dans La Samaritaine, ça ne fait pas exception. Il y a ça. De temps en temps, il y a des vers qui donnent la chair de poule tellement ils sont magnifiques. Ne serait-ce qu'à cause de ça, ce texte mériterait d'être reconnu, lu d'abord, reconnu, célébré, enfin voilà. Alors c'est une lecture ? Alors c'est une lecture, c'est une véritable lecture, nous avons le texte à la main. Je dis nous parce que vous avez dit participer, effectivement je ne fais que participer à cette lecture. C'est une entreprise familiale. C'est ce que j'allais vous dire, vous êtes en famille quand même. Voilà, il y a mon épouse, il y a 2 de mes filles, il y a ma sœur, enfin voilà, toute la famille Mesguich qui fait du théâtre évidemment s'est lancée dans cette aventure-là. Il y a mon fils. Et en même temps, c'est une lecture, mais Thomas Sertillange, toujours lui, nous a concocté des costumes, assez beaux d'ailleurs, je trouve, et donc nous faisons une lecture en costume. Autrement dit, la suggestion est très forte, même si ça n'est qu'une lecture. Avec la musique de l'orgue qui a été créée pour la création de cette pièce par Edmond Rostand. Donc Edmond Rostand, vous qui êtes, Daniel Mesguich, attaché au théâtre de répertoire, c'est une figure moyenne ? Oh non, je ne dirais pas ça non plus. Non, c'est une figure à part. Figure à part. Moi, je suis un grand amoureux de Racine, je suis un grand amoureux de Shakespeare, enfin voilà, des grands textes, quoi. Comme beaucoup de gens, évidemment. Mais je trouve que la vie est courte et qu'il faut s'occuper des grands et pas des moyens ou des petits. Il y a des urgences, si vous voulez. Mais Edmond Rostand est à part. Edmond Rostand, pour les raisons que j'ai dites, je ne sais pas si, encore une fois, c'est pas une médaille en chocolat qu'il faut délivrer à l'un ou à l'autre, mais je pense que Edmond Rostand est méconnu. C'est-à-dire qu'on croit que c'est facile, on croit que c'est agréable et simplement. On le connaît d'abord grâce à Cyrano de Bergerac et c'est tout. Le véritable Cyrano d'ailleurs, dont je vais faire la mise en scène d'une de ses pièces, le vrai Cyrano, celui qui a été le modèle pour le personnage d'Edmond Rostand, le vrai Cyrano qui vivait au XVIIe siècle donc, est un génie. D'autre part, c'est un immense écrivain, tout à fait méconnu, un immense écrivain qui a écrit La mort d'Agrippine et je vais donc jouer ça au théâtre de Jazet très bientôt. Mais ce qui caractérise pour moi Edmond Rostand, c'est comme si c'était facile et tout d'un coup vous tombez sur quelque chose qui n'est plus facile du tout, qui vous donne la chair de poule. Et hop, de nouveau facile. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis qu'il est à part. C'est un drôle d'écrivain. Et cette pièce, La Samaritaine, c'est une pièce religieuse ? Ah, c'est une pièce tout à fait religieuse, bien sûr. C'est l'histoire de la Samaritaine, enfin, devant le puits de Jacob. Et elle rencontre Jésus et elle revient dire au peuple que le Messie est arrivé. Oui, Qu'est-ce qui vous touche dans cette pièce ? C'est la langue, Alors, c'est avant tout la langue, je viens de le dire, oui. Oui, je crois que... ne me faites pas dire ce que je ne me prêtais pas à dire, c'est-à-dire que vous vous exprimez librement, le Messie est arrivé, etc. Ce que je peux dire en revanche, c'est que alors qu'il n'y a pas de ressort dramatique, réellement, il n'y a pas d'enjeu incroyable, enfin, ou alors il y a le plus grand des enjeux, le Messie est arrivé, c'est pas rien. Mais alors qu'il n'y a pas donc les ressorts habituels de la dramatique, c'est quand même un suspense. On connaît tous l'histoire et pourtant c'est comme un suspense. C'est-à-dire que la manière dont Jésus parle à la Samaritaine, la manière dont la Samaritaine revient ensuite au peuple, la manière dont le peuple la reçoit, la manière dont finalement il est convaincu, où il vient à Jésus, tout ça est d'une grande force dramatique. C'est comme un film, enfin vous voyez cette chose-là et vous vous dites, ou plutôt vous écoutez cette chose-là et vous vous dites je la vois. Daniel Mesguich, vous nous faites entendre la langue de Rostand ?
Je n'ai pas compris la question. Vous nous faites entendre les mots de Rostand, vous avez quelques vers à nous Ah, donner. là maintenant tout de suite Oui, là, devant maintenant, vous. tout de suite, Et là, non, malheureusement, je ne sais rien par Vous cœur. savez rien Et par non, cœur. non, c'est une lecture. C'est une lecture. Vous Non, en intéressez- revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous disons les vers tout à fait C'est rigoureusement. les alexandrins. Ce sont donc des alexandrins et à quelques moments seulement des octosyllabes, et nous les disons absolument rigoureusement. C'est très difficile. C'est un travail, c'est une habitude aussi, mais c'est un travail. Moi, j'enseigne ça beaucoup. Un alexandrin n'est pas de la prose. Non seulement c'est 12 syllabes, c'est la moindre des politesses, qui n'est quasiment jamais le cas quand vous entendez des choses en alexandrin jouer en ce moment. Mais d'autre part, une fois que ce sont 12 syllabes, ça n'est pas fini. Enfin, c'est 12 syllabes, mais il y a 3 césures, dont une plus importante. Il y a des longues, il y a des brèves, il y a en plus les allitérations, les assonances, etc. Donc c'est un véritable travail. Daniel Mesguich, vous intéressez à la politique? Oui. Oui. Vous savez qu'on est en train de chercher un futur ministre de la Culture. Vous avez été consulté? Ça vous intéresse comme poste? Non, alors ça ne m'intéresserait pas du tout. D'ailleurs, on ne me le demanderait pas, mais ça ne m'intéresserait pas du tout. Non, vraiment pas. C'est utile pour vous, un ministre de C'est la à la Culture? croisée de tous les tirs. C'est horrible. Non, mais sérieusement, le ministère de la Culture pour le théâtre, c'est important? Il devrait être important, le ministre ou la ministre de la Culture. Ça devrait être important. Mais souvent, ça ne l'est plus ou ça l'est moins. Depuis quelques années, ça l'est moins. Il y a eu les grands ministres que vous connaissez, évidemment, Malraux, Lang, et même Duhamel. Et puis après, il y a eu d'autres gens. Merci beaucoup, Daniel Mesguich. Alors, rendez-vous samedi à 15h à l'église Sainte-Marie des Batignolles pour découvrir cette pièce, La Samaritaine d'Edmond Rostand.